toute façon, on a plus de chances de gagner le loto quoi, que d'aller en Formule 1. Tu te verrais faire équipe avec Verstappen? C'est tellement marrant de te regarder faire ça. C'est quoi le niveau de somme que ça représente pour qu'on se fasse une idée? Quelqu'un qui t'a vraiment fait un coup... Charles Leclerc en piste, 5 et 7 millions. C'est des bâtards les chats. Le mien, il est cool en vrai. Ça reste un chat. Honnêtement, c'est pas un milieu que j'aime. Le paddock de la Formule 1, je fais un truc légendaire, tu vois. Comment ça va, Isaac? Tu vas bien? Toi? Ouais. Je suis content de te voir en vrai. La première fois qu'on s'est parlé, c'était en 2021. Est-ce que tu t'en rappelles? Je me souviens quand je t'avais démarché sur Instagram. Tu sens que le message, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, je m'attendais pas à ce que tu répondes. Bah c'est cool. Je vais juste regarder le message parce qu'il... Quand on le revoit maintenant, il est fou en fait, le message. Donc c'était Madame Adjar qui l'a écrit, j'imagine. Et je pense que ça venait C'était une idée de mon padré. Donc c'était monsieur. Ouais. C'est Yacine. Je suis Isaac Adjar, j'ai 16 ans, pilote automobile, membre de l'équipe de France franco-algérien en Formule 3. Je suis issu de la même formation que Pierre Gasly dans les rangs de la FFSA. Mes parents ne sont pas du milieu du sport automobile, physiciens et DRH. Ils sont continuellement en recherche de sponsors pour faciliter leur démarche et arriver jusqu'en Formule 1. J'ai pensé qu'être parrainé par Karim Benzema ou Zinedine Zidane pourrait les aider. Je sollicite donc votre aide pour mettre en relation avec eux ou pour transmettre mon message. Voici une vidéo pour me présenter. Là, je t'ai dit, je ne les connais pas, mais envoie un message et on fait passer le message. Ouais. Et tu m'as répondu derrière. J'habite dans le 16, je peux passer, faire une annonce de quelques secondes. Il s'appelle Isaac Adjar. Il a 16 ans, il est pilote de Formule Alpine. C'est un des pilotes automobiles les plus prometteurs de sa génération. Il a un rêve, devenir pilote de F1. Comparé aux autres athlètes qui pensent qu'à leur performance, moi j'ai la pression aussi de l'argent. Et je trouve que c'est pas normal pour des enfants de penser à des budgets, etc. Donc ouais, il faut vraiment que je me démarque et que j'ai le soutien d'un constructeur et d'une filière. Et le 25 mai, tu me réécris. Bonjour Monsieur Achour, encore merci pour mon passage sur Click. Je voulais vous tenir au courant que j'ai gagné le GP de Monaco 10 minutes avant mon passage dans l'émission. Merci de m'avoir répondu. C'est quand même fou. Ah, c'est ouf. Et c'était un gros week-end pour moi. Ouais. Ouais. C'est le week-end où je me suis fait signer par Red Bull. C'est phénoménal. Ouais. Et là, on en est où maintenant? Il en est où, Isaac Adjar? Ouais. Là où on en parle, là où on se parle, j'ai déjà mon premier podium en Formule 1. Donc, en 4 ans, il s'en est passé des choses. Et t'es rentré dans l'histoire comme étant le plus jeune qui est monté sur un podium. Le plus jeune Français qui est monté sur un podium, ouais. C'est... Ouais, honnêtement, c'est des bons et des mauvais souvenirs. Parce que quand même, le chemin pour arriver en F1, il a été compliqué. On a beaucoup galéré, beaucoup de fois, je me suis dit que j'étais foutu, quoi. Et que j'allais jamais en faire mon métier. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis épanoui dans ce que je fais et c'est que le début. Moi, j'ai l'impression, quand on se plonge dans les archives, dans tout ce qu'on a pu voir de toi, parce que tu es filmé depuis très très jeune en réalité, que ce que tu es en train de vivre maintenant, tu l'avais déjà anticipé en fait. C'est-à-dire que quand je te vois en parler, quand j'ai vu l'image où tu étais arrivé en F1, il y avait un côté content, ok, mais c'est pas le but. Tu vois? J'aime que tu vois ça déjà. Tu sais, on me dit beaucoup, ça doit être un rêve pour vous d'être en Formule 1. On me dit ça, on me dit... Tu vois, moi, je veux pas être méchant, tu vois, mais moi, mon but, ça n'a jamais été d'être en F1 pour être en Formule 1. Moi, mon but, c'est vraiment... Moi, les mecs qui m'ont fait kiffer, c'est les champions du monde, c'est les gars qui ont dominé leur sport et qui l'ont fait avec classe. Moi, mon but, c'est de me prouver à moi-même que dans cette discipline que j'ai choisie, où j'ai mis toute ma vie, que je suis le meilleur. Donc, c'est le seul objectif que j'ai. Après, les titres qui viennent ou pas, ok, mais à la fin de ma carrière, je vais me dire, ok, là, j'ai été imbattable. Est-ce qu'on a l'impression que, justement, cette méprise sur toi, elle vient aussi du fait que le storytelling prend souvent le dessus? Où on dit, voilà, il vient d'un milieu social différent des joueurs de F1 habituels, et donc là, il vit son rêve. Alors que moi, ce que je vois,
c'est un athlète qui était défavorisé, pas seulement socialement, mais déjà physiquement. C'est-à-dire que tu avais un retard de croissance petit, que tu as dû défier ce retard de croissance, et que c'est ce qui t'a donné une espèce de dalle en disant « Mais non, je vais être le plus grand. » Littéralement. Vous me voyez comme le plus petit, mais je vais être le plus grand. Ça a toujours été... dans mon approche, ça a toujours été... je dois compenser. En gros, ça a toujours été ça, faire la différence. Mon père, il m'a toujours dit « Tu dois faire la différence. » J'ai dit « Mec, on n'a pas les moyens, on n'a pas le roulage, on n'a pas le meilleur équipement. Je suis tout petit, je suis cuit après une séance parce que les pédales, j'ai du mal à les toucher, je vois à peine la piste. » Et donc j'ai toujours été dans cette optique d'aller chercher, faire la différence. Et à chaque fois dans ma carrière que j'ai eu les mêmes moyens que les autres, bah j'ai jamais loupé le coche parce que j'ai toujours eu voilà, cette optique de faire la différence. Donc quand on me donne les mêmes moyens que les autres, c'est pas que je suis meilleur, c'est juste que j'ai travaillé tellement plus dur qu'eux qu'ils ont pas de quoi me battre. Oui, c'est comme si tu t'entraînais avec un poids... Ouais, exactement. Ça fait penser à Goku qui s'entraîne avec un... Exactement, qui s'entraîne lesté. Et voilà, c'est ça. Mais c'est cette approche-là. Quand tu dis être le plus grand champion et gagner avec classe, c'est quoi gagner avec classe dans ton sport? C'est pas chercher la facilité. C'est pas quitter ton écurie parce que ça se passe pas bien, que t'as pas la performance. C'est fédérer autour de soi, faire monter une équipe en puissance, accepter les coéquipiers dangereux. Voilà, pas dire ouais, je veux pas de lui parce qu'il me fait peur et je veux l'équipe que pour moi. Non, c'est pas ça. Et aussi pas de crasse en piste. Il y a des grands champions qui sur la piste ont été limites. Moi je prends l'exemple d'Hamilton. Il a jamais gagné un titre. Il a toujours gagné mano à mano, quoi. Donc très très fair play. C'est ton grand modèle, Hamilton. En F1, ouais. Lui et Ayrton Senna. Mais on a l'impression qu'Hamilton un peu plus parce qu'il y a l'aspect humain. Il y a beaucoup de points communs entre vous. C'est-à-dire que vous avez tous les deux le côté pas privé au programme. Ouais, s'il y a bien un mec sur la grille qui mérite sa place et qui allait la chercher avec sa hargne, c'est Hamilton. Lui, il a su aussi faire la différence. Et voilà, son parcours, tout le monde le connaît, il est archi inspirant. Et en plus de ça, humainement, c'est vraiment une super personne. Parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a une méprise sur les images qu'on voit de Hamilton et toi. On dit, il est content, il réalise son rêve, il est avec Hamilton. Mais moi, j'ai aussi surtout l'impression que Hamilton, il est enfin content d'avoir un gars qui parle le même langage que lui. Je sais pas. Ça va dans les deux sens. Bah, j'espère. Quand on vous voit jouer au Uno tous les deux, lui, il se dit « Ah, enfin, j'ai un poteau, il y a un mec normal !» Honnêtement, je sais même pas s'il y a un mec qui lui a proposé d'aller faire un Uno. Des mecs sur la grille, je pense que ça lui fait plaisir que j'allais lui demander. Après, bien sûr, il y a cet écart d'âge qu'on a. Il a quand même 20 ans de plus que moi, le gars. Donc je peux pas lui dire « T'es mon pote, machin ». Il y a quand même un peu cette barrière, mais je pense que c'est cool pour lui d'avoir un jeune qui est un de ses supporters aussi, qui veut passer du temps avec lui et ouais, je me la joue détente avec lui. Mais il y a un rapport d'égal à égal, t'es pas le petit peu d'Hamilton, quoi, t'es pas son petit. Non, surtout pas en piste. Ouais, ça existe pas, ça. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Et même par respect à lui, si on doit se mettre à rouler ensemble en piste, à se retrouver, je vais lui mener la vie dure par respect, quoi. Lewis ne sera plus un idéal, mais un rival. Alors soigne tes trajectoires. Isaac Hadjar, peut-être par l'extérieur, est magnifique. L'amitié, ça n'existe plus quand on est dans le Non, il n'y a pas d'amitié. C'est même... Après, tu vois, ça c'est en F1, mais imagine, il y a des combattants de boxe, de MMA qui vont littéralement se battre dans une cage alors qu'ils peuvent être potes, tu vois. Donc, en F1, chacun roule pour soi-même, mais on se met pas en danger non plus. C'est quoi tes exemples de grandes amitiés qui sont devenues des grandes rivalités dans le sport? Et je parle pas que dans la F1, mais dans tous les sports confondus, qui ont pu t'inspirer à avoir ce mental-là. Je suis désolé de rester dans la F1, mais
Hamilton, Rosberg, c'est le... Je pense que c'est le plus grand exemple. Les mecs, ils étaient meilleurs amis et maintenant, ils peuvent plus se voir. Donc, c'est assez dommage. Tu penses que c'est maintenant que tu es en F1, c'est un endroit où tu vas te faire des amis ou que des ennemis? Honnêtement, c'est pas un milieu que j'aime. Le paddock de la Formule 1, c'est pas un endroit où moi, c'est mon lieu de travail. J'arrive, je fais mon truc, je repars. Moi, mes potes, je les ai, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de plus d'amis. Donc, non, mais après, je peux tomber sur des gens bien et pourquoi pas, mais c'est tellement pas le projet. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce milieu? Parce qu'on le connaît peu, ce milieu, finalement. Trop d'argent dans ce milieu, donc trop d'hypocrites. Voilà, que j'en ai, en passant de la F4 à la Freca, à la F3, à la F2, j'en ai vu des requins et c'est pas un beau milieu. Moi, les seules personnes que je respecte, c'est les mecs de mon équipe, c'est les mécanos, c'est les ingénieurs. J'arrive, je bosse, après le reste, j'en ai rien à faire. C'est les seuls mecs que je supporte dans le paddock. Oui, moi je respecte les gens avec qui je travaille au quotidien. Voilà. Le truc que j'aimerais comprendre sur justement cette différence avec ce milieu et ce qui peut t'opposer, c'est que j'ai l'impression que quand tu arrives dans la F1, c'est comme ce qu'un athlète comme Francis Ngannou pouvait nous dire sur le MMA. Il disait, mais en fait, il y a un moment, c'est du spectacle aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire le spectacle. Il faut jouer le jeu des rivalités et c'est pas seulement la performance sportive qui compte. Je pense que là, en étant rookie, j'arrive... Déjà, je suis débordé par... C'est ta vie un peu qui change quand tu passes pilote de Formule 1. Les sollicitations médiatiques, le marketing, le nombre de courses qui doublent, les déplacements qui doublent. Déjà, moi, je me souviens, les 10 premières courses, moi, j'essayais juste de survivre à mon emploi du temps et de performer en piste. Après, le reste, je vois de quoi ils parlent. Mais pour l'instant, honnêtement, le seul focus que j'ai, surtout en tant que rookie, c'est de prouver que t'es fort. Et le seul focus que t'as, c'est de montrer que t'es performant. Mais par exemple, quand on te voit arriver sur un Grand Prix, que t'as les obligations, qu'il faut aller faire les photos, alors que t'as une course dans je sais pas combien de temps, que tu dois aller voir les sponsors, comment tu gères ça en fait? C'est-à-dire que t'es en train de jouer les 40, 60 tours les plus importants. J'avais du mal à jouer le jeu au début. Ouais. Maintenant, je m'y suis habitué. Et honnêtement, quand je le fais, j'essaie vraiment de dépenser le moins d'énergie possible. Et il y a des sponsors, il y a des partenaires de l'équipe qui, parfois, ils me voient et ils disent en retour à l'équipe, ils disent « Ah, Isaac, il est... » C'est pas qu'il était pas très agréable, mais il faisait un peu la tronche, tu vois. Genre. Alors que moi, je suis déjà dans ma course. Et en fait, on m'oblige à faire quelque chose qui me rend pas plus performant. Et du coup, je me dis, pourquoi le faire bien, tu vois. C'est ça, après... Et puis même, ma batterie sociale, elle est tellement affaiblie pendant un week-end de course que j'ai trop la flemme. Ouais, parce que concrètement, tu serres la main à quoi 2000, 3000 humains? Ouais. C'est ça? Ouais, tu dois parler. En fait, un truc que je supporte pas aussi, c'est la répétition. Ça veut dire que tu réfléchis pas, en fait. Quand tu répètes un mouvement, tu réfléchis plus. Et que tu répètes les mêmes phrases. Et que tu répètes, je dois parler de mon week-end à des mecs qui connaissent rien à la F1. Je dois... Pareil pour les médias, tu dois répéter la même chose parce qu'il y a 10 000 journalistes qui te posent la même question. Et ça, je supporte pas. Est-ce qu'on t'a briefé, coaché? Parce que souvent, les pilotes en F1 dépendent de sponsors et la liberté de parole, elle est de plus en plus restreinte. Quelqu'un qui dit « c'est un milieu d'hypocrites, je supporte pas ce jeu », j'en ai pas vu des masses, en tout cas en activité. Et encore moins quand il démarre. Je vais pas donner de nom. Non, mais je suis briefé avant. Bien sûr, je suis briefé tous les. Chaque fois que j'arrive en piste, on a un meeting de presse. Et il y a des sujets sensibles sur lesquels faut pas dire tel et tel, mais voilà, ça s'arrête là. Moi, j'ai jamais fait de média training et j'ai toujours refusé d'en faire.
Et on te laisse ta liberté de parole. Je pense que déjà le palmarès, ça aide. Moi, je suis rookie. J'arrive, c'est ma première année. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Quand j'aurai 7 titres, là, oui, pourquoi pas. On peut me pardonner plus de choses, mais là, j'y vais gentiment. Tu vas tranquille. Moi, j'y vais tranquille. Ouais. Et est-ce que tu arrives encore à avoir la vie d'un mec de ton âge ou c'est fini? Ou finalement, tu n'as peut-être jamais eu la vie d'un mec de ton âge? J'ai eu la vie d'un mec de mon âge jusqu'au lycée, quoi. Je pense qu'on a poussé le truc au maximum. Quand j'étais jusqu'en F3, j'étais toujours au lycée. Mais déjà, c'était super dur de faire les deux. Et depuis, honnêtement, non, je suis un avion tous les 3-4 jours, c'est pas agréable. Voilà, je dis pas que j'ai pas de chance, hein. C'est génial ce que je fais, mais le rythme, il est très très soutenu. Donc non, j'ai pas la vie d'un mec de mon âge, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimerais faire que les mecs de ton âge font, par exemple ce week-end où on enregistre? Déjà, je pense que j'ai le meilleur métier au monde. Donc, j'envie personne, hein. Mais il y a des moments quand je suis pas rentré depuis 1 mois à la maison et que j'ai pas vu mon chat. Ça me rend ouf. Alors que le chat, il en a rien à foutre. T'es au courant de ça? Je le remarque. Quand j'ouvre la porte et qu'il me voit, il me toise et il se casse, tu vois. C'est hyper traître, un chat. Ouais, mais j'adore les chats. Ouais, mais moi aussi. Mais à un moment, tu verras, les chiens, c'est cool aussi. J'ai un petit chat à la maison, mais je préfère, je suis team chat. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Mais ouais, mais c'est juste, voilà, rentrer à la maison et juste passer du temps avec mes parents et ma sœur, quoi, c'est tout. Ta sœur, elle est à Londres, c'est ça? Ouais. Elle est avocate. Elle fait du droit. Elle a fini ses derniers examens. Est-ce que pour ta sœur, pour tes parents, leur vie a changé en fonction de toi? Ou ils ont réussi à garder la leur? Même pas, hein. C'est un projet familial. Projet Adjar. À la fin, ça a été un projet familial, tout le monde s'y est mis. Et aussi, je dois le dire, tu vois, on a dû. Ça coûte beaucoup d'argent. Et jamais ma sœur a fait. Elle s'est jamais plainte, tu vois. Genre, elle aurait pu aller faire des voyages, aller je sais pas où, mais elle les a pas fait parce que moi, j'ai besoin d'argent pour aller faire telle course. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça. Moi, ce que j'aime bien dans la façon dont vous racontez aussi ces galères et ces moments compliqués, c'est qu'il n'y a jamais eu le côté plaintif. Il n'y a jamais eu ça chez vous. Non, mais c'est dans l'éducation qu'on nous a donnée, que mes parents ont reçu aussi. Donc, mes parents, eux, pour le coup, ils ont été vraiment élevés à la dure. Nous, un peu moins. Mais quand même, on a les mêmes bases. Donc, on se plaint pas. Il y a toujours pire. Et voilà. La dignité. Important. Très important. Ah ouais, non, c'est vrai. Très important. Surtout dans un milieu où... Je pense surtout dans un milieu où il y a autant d'argent. De garder sa dignité, parce qu'elle peut vite partir quand on voit certains montants. Et moi, je pense que c'est une des valeurs que j'ai et qu'on m'a donnée. Et puis même de jamais avoir voulu faire de ça un aspect marketing. On est à une époque où tout est storytelling, tout est marketing. Et il y a des gens qui adorent raconter Cosette alors qu'ils n'ont pas été forcément dans ces histoires-là. Et on remarque que c'est souvent ceux qui ont connu les choses les plus dures qui les racontent le moins. J'ai aucun intérêt, moi, à dire ouais, j'ai vécu ça et j'ai trimé, machin. Tu me poses la question, je te réponds. Mais du moment que mon entourage, ils savent, ça suffit. Et que moi, je sais, ça suffit. Pourquoi je dois le dire à tel et tel? On s'en fout. Et est-ce qu'aujourd'hui, le projet Adjar, il est rentable ou vous êtes encore endetté? Il est bientôt rentable. Donc on y arrive petit à petit. Petit à petit, ouais. Parce
Parce que vous l'aurez pas volé celui-là. Hein. Non. Non, mais c'est vrai. La prise de risque, elle était... Vous êtes pas rentier, ça arrive pas nulle part, quoi. Vous avez gagné chaque centime. Tu vas au... On a plus de chances de gagner le loto quoi, que d'aller en Formule 1. Ça, c'est... En termes de probabilité, je pense que c'est clair. C'est quoi le niveau de somme que ça représente pour qu'on se fasse une idée? Pour aller en F1 ? Dans tout le projet. Parce qu'en fait, tu sais, c'est comme les gens qui disent projet Mbappé. C'est juste qu'on réalise ce que ça représente. De l'achat d'un kart à maintenant, quoi. C'est... 5 et 7 millions. Je pense. Si je compte tout, ouais. Sur 15 ans. Même pas. 10 ans. Sur... Ouais, si, sur 15 ans, ouais. 13-14 ans, ouais. C'est un gros prêt. Ouais. Et qui est-ce qui vous suit dans ce cas-là? C'est des banques, c'est des marques, C'est là où ma mère, elle a fait la différence. Nous, on est une famille, on est aisés. Tu vois. Mais dans le sport auto, on est inexistant. C'est ça. Donc c'est un milieu... Voilà, on est aisé dans la vie de tous les jours. C'est cool, je peux aller faire du tennis. Je peux faire de l'équitation, tu vois. Mais le sport auto, c'est une autre dimension. Oui, parce que ta mère est DRH, ton père est physicien, voilà. Physicien, mais par rapport au monde de la F1... Ouais, et physicien, c'est pas... la recherche en France, c'est rien du tout. Hein. Et c'est de moins en moins. Voilà. Et les cerveaux s'en vont. C'est vrai. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet compliqué, mais... Quand je commence le karting, ça va, on peut se permettre, tu vois, c'est compliqué. Et après, quand j'intègre l'équipe de France, il y a la FFSA qui m'a soutenu. Après, honnêtement, c'est quand tu arrives en F3 que là, ça part sur des montants. Une saison d'F3, t'en as pour 1 million, tu vois. Et c'est là où ma mère, avec son réseau, elle a su trouver des partenaires, des investisseurs, des sponsors par-ci, par-là. Et honnêtement, c'était pénible, quoi. Parce que les mecs, ils disaient, ouais, je mets de l'argent, mais dans quoi ? Je parie sur quoi ? Tu vois ? Et moi, je dois faire la diff, je dois trouver les résultats et tout. Et quand je rentre à la maison, que j'ai pas eu le résultat, tu sais que j'ai un week-end pourri, et je sais que derrière, mes parents, ils ont pas d'argument pour aller chercher plus. Et donc moi, cette pression financière, elle m'a toujours gavé, en fait. Et c'est pour ça que maintenant que je suis en F1, que je suis payé pour faire ça, en fait, les gens, ils me disent « Ah, la pression maintenant que t'es en Formule 1 et tout. » Mais de quelle pression tu me parles ? C'est incomparable. C'est trop facile. Ouais. Parce qu'en plus de la pression financière, il y a défaite égale décevoir mes parents. Ah non, mais c'est ça le pire. Ouais. C'est que tu déçois ton entourage, mais c'est le... Moi, honnêtement, c'est dur. Et puis, il n'y a pas que ça. Même quand j'étais en karting, tu vois, je suis resté scolarisé le plus longtemps possible jusqu'au lycée. Et tu sais, je suis là, je suis en cours, et je sais que je rate des courses, et qu'il y a les mecs qui sont en train de s'entraîner pendant que moi je suis à l'école et je suis en cours. Et moi, ça me... Bref, mais ça, encore une fois, je sais que ça me rend plus dangereux, et que, on va dire que j'ai un menton assez solide, tu vois. C'est Kylian qui racontait ça, qui disait, après la Coupe du Monde, quand il a perdu, le moment le plus dur pour lui, ça a été de dire à son père « Je t'ai déçu, papa ». Est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà connu, toi ? Moi, honnêtement, trop de fois, quoi. Je pense le truc le plus récent, ça devait être c'était ma première année d'F2. C'était catastrophique, tu vois. Et en plus, j'étais dans la filière Red Bull. Et tu sais, c'est pas un sport individuel où ça, c'est pas de la boxe où ouais, t'as déçu quelques personnes et tout, mais il y a personne qui met de l'argent sur toi et que tu dois rendre des comptes. Et moi, je dois aller voir mon boss et lui expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc déjà, une fois, disons, je me mets dans le mur et tout, déjà, je me suis déçu moi-même, parce que j'ai déçu. Je sais que ça fait mal à mes parents. Et en plus, je dois aller rendre des comptes à quelqu'un parce que je lui donne pas d'argument pour qu'il me fasse passer en haut. Donc, en plus du sportif, t'as toute la gestion de l'humain en plus qui va avec.
Et en plus des médias. Bon, bref. Et t'as 18 ans. Donc, tu vois, Mais ça forge. Ça forge et ça te fait grandir en maturité. Est-ce que le fait de jamais avoir eu de plan B, c'est ce qui fait que t'en es là? J'ai jamais pensé à un... Je vais pas faire cliché, mais le plan B, il a jamais existé parce que... Honnêtement, tu vois, j'ai toujours eu ce truc de même quand je savais qu'il y avait plus aucune chance que j'arrive en F1, je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis toujours dit que... Je me suis toujours menti à moi-même en me disant « Ouais, mais en vrai, tu iras quand même en F1. » C'est pas comment, mais c'est pas possible que tu sois arrivé aussi haut pour pas y aller. Et j'y suis allé, tu vois. Mais j'ai jamais je me suis retrouvé dans cette situation à me dire « Bon, je fais quoi maintenant ?» Tu vois, genre... J'ai jamais... Ouais, jamais give up. Et encore une fois, il faut le rappeler, toi, tu vises l'histoire. C'est ça, t'as un rapport à l'histoire. Ouais, moi, tu me dis, t'as un titre avec 15 victoires en carrière. C'est pas intéressant. Et il y en a, ils vont le prendre mal, mais honnêtement, I mean it. Tu vois, genre, je veux vraiment aller en F1 pour être le meilleur. Je m'en fous de faire carrière et de rester 15 ans dans le milieu à faire des sous, mais je veux faire un truc légendaire, tu vois. Elle vient d'où cette mentalité? Je sais pas, peut-être les shonen? Les animés. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, mais c'est ça. Ouais. C'est c'est ce mindset de héros un peu, tu vois, de protagoniste. Parce que qu'il s'agisse de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, c'est toujours pareil. C'est un héros que personne ne voit gagner, qui réussit grâce au soutien des... C'est ça qui me fait kiffer. Voilà. À qui tu t'identifies le plus? Dans ceux que je viens de te citer ou... J'aime bien les mecs qui savent qu'ils n'ont aucune chance et qui y vont quand même. Tu vois. Donc on est plutôt Goku. Naruto. Goku aussi. Goku. Et en fait, un mec, tu vois, un mec qui est plus fort que lui, tu sais, ça l'excite trop. Ça l'excite d'y aller et de se faire éclater, tu vois. Moi, ça m'a toujours excité. Moi, quand j'étais en karting ou en monoplace et que je voyais la liste d'entrée du championnat ou des tests ou peu importe, et je me disais, je vais me confronter à lui là, j'ai trop hâte, tu vois. Et c'est cette mentalité, j'ai jamais recherché la facilité. Je connais plein de personnes, ils sont là, ils évitent des championnats parce qu'ils savent qu'il y a du niveau. Mais mon gars, pourquoi t'évites le championnat? Ton objectif, c'est la Formule 1, c'est les meilleurs au monde. Pourquoi t'évites? C'est maintenant qu'il faut aller se battre. Si t'es Goku, c'est qui ton Freezer, là? C'est Max Verstappen. Tu sais que dans Dragon Ball, à un moment, ils finissent par faire équipe, Goku et Freezer. Ouais. Spoiler. Tu te verrais faire équipe avec Verstappen? Bien sûr. Et quel line-up? Je spoil vraiment ou je spoil pas en disant ça? Tu spoil pas vraiment, c'est la trajectoire. Ok. C'est écrit. Pour toi, c'est comme ça. C'est comme ça. Avec le meilleur. Ouais, c'est ça. Parce que plein de gens refuseraient ou auraient peur d'être avec lui. Et moi, ça me fait peur. Mais ça m'excite de ouf. Et puis c'est... Bien sûr, ça arrive très tôt dans ma carrière, mais j'ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. C'est-à-dire, tu me donnes les mêmes chances, enfin, tu me donnes la même voiture que le meilleur pilote au monde, et il est juste à côté de moi. Je m'en fous, moi, du championnat du monde. Ça veut dire qu'en gros, à côté de moi, j'ai le meilleur au monde, et j'ai l'opportunité de me comparer avec lui. Et c'est ça qui m'excite. Après que la voiture, elle marche pas et tout, ok, tant pis, c'est un bonus. Mais là, je me confronte au meilleur, et j'ai les mêmes chances que lui. Et c'est tout ce que je veux. Vous avez déjà échangé à ce sujet? Non. Pas encore? Non. Ça se passe pas comme ça? Non, parce que... déjà, je change pas beaucoup avec Max, pas parce qu'on s'entend pas bien, c'est juste que on n'est pas dans la même équipe. Il a un autre stage de sa carrière. Et
Et c'est pas moi qui gère ça directement. Pourquoi est-ce que ce mec-là, Verstappen, gagne tout le temps? C'est quoi le truc que tu analyses chez lui qui te donne une compréhension de sa victoire? Je pense arriver à ressentir des pilotes qui parfois doutent un peu d'eux, qui se sentent pas à l'aise. Lui, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il sort en piste, enfin vraiment dans sa mentalité, il sait que c'est le meilleur. Et à chaque fois qu'il sort en piste, le mec il délivre. Et ce que j'aime aussi, c'est que sous la pression, il est meilleur aussi. C'est vraiment quand il faut délivrer à la toute dernière minute et que c'est sa dernière chance de faire la diff. Et il met tout en place et il le fait. Et c'est là où il est trop fort. C'est un mec trop décisif. Et ce qui est intéressant dans ta vision de faire équipe avec lui, c'est qu'encore une fois, c'est une vision long terme. C'est de se dire, c'est pas grave. Si je me fais éclater, si je me ramasse, j'aurai appris à côté du plus grand et à un moment, j'aurai les skills du plus grand. C'est l'objectif. Ouais. Faut être réaliste. À un moment donné, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai pas son niveau. Tu vois, c'est normal. Le mec, ça fait 11 ans qu'il est là. En plus d'avoir toute l'expérience, déjà, le mec de base, il est trop talentueux. Et il a amassé toute cette expérience que moi, j'ai pas. Tu veux que je fasse quoi? Mais on va y arriver petit à petit. Ouais, c'est comme un jeu vidéo, en fait. Tu tryhard direct. Exactement. Tu joues un peu? Je jouais beaucoup quand j'étais petit, mais je pense que ça doit faire 4-5 ans que je joue plus. Parce que le jeu qui a l'air incroyable, c'est votre simulateur. Ouais, je joue pas mal au simulateur, on va dire. Tu le prends encore. Mais pour moi, c'est pas un jeu. C'est ça, c'est pas un jeu pour toi. Non, c'est de la simulation. Ouais. Il y a même pas le kiff d'un jeu vidéo quand tu fais ça? Non, je le prends trop au sérieux, tu vois. Parce qu'en fait, et même parfois, je vais pas sur le simu parce que j'ai pas l'énergie pour. Tu vois, c'est pas un truc qui me détend. C'est un truc où j'y mets toute ma tête et toute ma concentration. Tu vois, parce que c'est le truc que je fais le mieux sur Terre, c'est piloter. Si je le fais, je dois le faire bien. Mais si je suis éclaté, je vais pas aller monter sur le simu parce que j'ai la flemme. Moi, j'ai aussi vu un truc, c'est qu'il y a une partie d'entraînement physique qui est très très dure. Ouais. Tu fais beaucoup de muscu, beaucoup. Et donc, je t'ai vu lever les kettlebells, des trucs machin. Et il y a une espèce d'instrument de torture qu'on te met sur le crâne. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce truc-là? Ce que c'est? Mais en fait, tu vois, dans la voiture, il y a tout ton corps, il est attaché à la voiture, en fait. Et la seule partie qui est pas attachée, c'est ta nuque. C'est le seul truc qui est exposé aux forces. Donc, pour donner un ordre d'idée, un exemple, tu vois, tu vas dans un virage, disons, tu prends 5G, 6G, ta tête, elle doit faire quoi, 5 kilos? Je sais pas, une tête, ça doit faire 5 kilos. Là, tu prends 6G, ça fait 30 kilos. Tu tires sur ta nuque. Et ça, c'est dans un virage. Et quand tu fais ça 1h30, qui a je sais pas combien de virages, tu vois un peu. Et honnêtement, quand je m'entraîne à la salle et que mon entraîneur, il m'arrache la nuque, c'est pas agréable, ça fait mal, mais honnêtement, c'est impossible de reproduire ce que je ressens dans la voiture. Et le meilleur entraînement, c'est piloter. Parce qu'on on se dit quelque chose quand on te voit dans une voiture de F1, c'est que tu as le physique pour être dans cette voiture. Alors qu'avant, on te disait, tu avais tout sauf le physique pour ça. Non, j'étais trop petit. Maintenant, on me dit que j'ai la taille parfaite. Donc, j'ai envie de croire que je suis un peu né pour ça, tu vois. Ouais. Il y a un truc de prédisposition. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que on la voit, ta transformation physique. On sait quelle rigueur. Je pense que le judo, il m'a donné une très bonne base, déjà. C'était mon premier sport. J'en ai fait 9 ans, quand même. Et j'adore la boxe et le MMA. Donc, c'est vraiment des sports que... Enfin, je suis fan de boxe et de MMA en général. La boxe, j'ai toujours été fan grâce à Rocky. Et le MMA, plus récemment, j'ai des amis qui sont dedans. Donc, en fait, quand tu fréquentes des gens qui ont une telle discipline, j'ai des amis qui combattent. Il y a un côté chez moi qui me dit, faut faire un peu la même, quoi. Tous les athlètes de MMA qu'on a rencontrés, dans leur discipline,
il y a une passion pour les arts martiaux, comme le judo, où justement il y a les valeurs. Code moral du judo. Ouais. Code moral. Mais il y a aussi la spiritualité. Ils sont tous très croyants et c'est quelque chose qui les rattache et qui les ancre. Est-ce que c'est pareil pour toi? Moi, dans les moments les plus durs de ma carrière, c'est là où ça m'a sauvé, je pense. J'ai toujours gardé la foi, même dans les moments les plus pourris. Et je pense que c'est là où je m'en suis sorti. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu pries à ce moment-là? C'est pas que je prie, c'est que je me dis que c'est une épreuve. Je me fais tester et que c'est une épreuve que je dois surmonter. Si je la surmonte, je vais arriver en F1 plus fort. La foi, c'est quelque chose qui conditionne notre rapport à la vie, mais aussi à la mort. Tu fais un sport qui est extrêmement dangereux. Est-ce que ça t'aide quand tu vas faire une course? C'est pas un truc auquel je pense déjà. Je suis conscient des risques. Ouais, c'est pas parce que je suis croyant qu'il va rien m'arriver et que je peux pas faire de crash et que... Non, c'est pas ça que je dis. Non, bien sûr. C'est justement, ça peut aider à digérer le risque. Ah, oui. En quelque sorte, ouais, c'est de me dire que de toute façon, c'est écrit. Moi, ce qui doit arriver va arriver. Ouais, je l'ai dit, je suis conscient des risques et puis surtout de nos jours, c'est un sport. C'est un sport. Safe. Mais c'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. En fait, on peut pas y penser si on veut faire ce sport, c'est ça. Même si on est conscient que ça peut arriver. Mais puis tu peux pas performer, quoi, si tu te dis... La peur, c'est bien. Mais honnêtement, si tu y penses pendant que tu roules, t'es foutu. Moi, je sais que quand je suis sur mon dernier tour de qualification, tu me parles pas de mur ou de danger ou je sais pas quoi. Et est-ce qu'une autre citation, tu me parles pas d'âge, elle te parle? Bien sûr. Mais ça, c'était quand j'étais petit. C'est dès que j'avais l'âge minimum pour aller dans la catégorie du dessus, j'y allais. Mon père, il me regardait, il me faisait Archam. Tu veux pas prendre ton temps, tu veux pas te poser, faire une année de plus. Non, je veux aller là-haut, là, avec les grands. Là. Ça toute ma vie. T'as vu le film F1? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de réaliste et qu'est-ce qu'il y a de pas réaliste dedans? C'est très réaliste, sauf quand t'es pilote de Formule 1. Ok. Ça veut dire, en gros, moi, pour les gens qui suivent pas la F1, c'est super précis, c'est à 99% vrai, et le 1%, c'est le truc que nous, on voit, les connaisseurs. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais honnêtement... si, justement, explique-moi, ça m'intéresse. Le truc que j'ai vu, là, de ce que je me rappelle, c'est quand Brad Pitt, là, il arrive donc pour les premiers tests. Il fait ses premiers tests, il arrive... Déjà, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il arrive, il est avec son sac, il a un casque dans la main, et il arrive du bout de la pit lane comme ça. Et... Déjà, l'entrée, elle est pas par là. Non, il veut montrer ses biceps. Ouais, peut-être. C'est ce que je ferais si j'en avais, perso. Et en fait, déjà, ce qui m'a un peu énervé, c'est la facilité avec laquelle il s'adapte à cette F1, tu vois. Alors qu'il a quoi dans le film? Il a la cinquantaine. Alors qu'une F1, mon gars, c'est dur. C'est une machine à laver, le truc. Le gars, il fait quelques pompes, il va faire un footing, ça y est, il est prêt. Ouais. Il fait des crunchs sur son lit aussi. Il fait des crunchs, mais mon gars, c'est dur. C'est pas facile, c'était pas prêt, c'est pas comme ça. Et puis même quand il fait son premier test, là, je me souviens très bien de cette scène parce qu'on a tous les pilotes, on s'est tous regardés. On s'est dit, mais c'est quoi ça? Tu sais, nous, avant de commencer un tour, on a toute une procédure pour les pneumatiques. Tu vois, on a des targets sur le volant de température pour que les pneus ils soient dans la fenêtre idéale. Je sais, Brad Pitt, avant de lancer son tour, il fait un espèce de 360 parce qu'il s'est loupé, il fait un tête à queue, il revient en piste, donc il replace la voiture en faisant patiner les pneus, et après il lance son tour. Et après il fait un tour incroyable. Alors que nous, dans la vraie vie, on fait ça, mais ces pneus, tu les mets à la poubelle et tu rentres au stand. Tu vois? Donc on parle de petits détails que les gens comprennent pas,
Mais quand t'es dans le milieu, tu sais que ça se passe pas comme ça. Mais qui servent les enjeux de l'histoire, quoi, à faire des rebondissements. Voilà. Mais par contre, il y a un truc dans ce film, c'est que c'est toujours Verstappen qui gagne. Et tu sais que quand ça a été filmé, ils l'ont filmé le film en la saison 2023. Donc c'est la saison où Max il gagne tout. Donc sur cet aspect, ils ont été très réalistes aussi. Je reviens sur ce truc du simulateur. C'est que les mecs ils se font des installs de fous avec les PC les plus gros, les écrans pour jouer. C'est quoi technologiquement ce qu'il y a dans vos simulateurs? Parce que moi, c'est ce qui m'a fasciné dans le film F1. C'est ce que je voyais pas, c'était le côté simulateur, les ingénieurs, l'aérodynamique, la physique. Est-ce que ça, c'était réaliste dans le film? Super réaliste. Et d'ailleurs, ils sont allés chercher des vraies infrastructures de team de F1. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils sont allés voir chez McLaren, donc les meilleurs au monde en ce moment. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait du simu Formule 1. Mais d'ailleurs, t'as aucune photo. Tu peux pas voir sur Internet simu Red Bull Formula 1. Tu vois, Mais même dans le film, on le voit à peine. Ouais, voilà. C'est très caché. Ouais. Le seul truc qui est impossible à reproduire, c'est les forces G. C'est impossible à reproduire sur le corps. Mais sinon, honnêtement, la physique en elle-même de la voiture, c'est honnêtement super impressionnant. Et c'est quoi qui tourne? C'est un super PC? C'est quoi dedans? Tu sais pas? Le PC, j'ai jamais vu un truc aussi gros déjà. Ouais. Et la plateforme en elle-même, elle tourne sur elle-même. On a un système 360. Hydraulique? Exactement. On dirait une araignée, le simulateur. Ça fait un peu peur. Et l'écran en 360, et avec un vrai châssis de Formule 1 dedans. Est-ce que je peux te faire essayer une expérience ou pas? Parce que je sais que tu kiffes aussi la moto, que tu suis la moto. Gros fan de moto. Gros fan de moto. Même peut-être plus que la F1. Ah ouais? Quand j'étais plus la moto que la F1? Ouais. C'est qui ton top 3 en moto? MotoGP? Ouais. Valentino Rossi, Marc Marquez, Casey Stoner. Et mention honorable à Lorenzo aussi. Il y a une expérience que je voudrais te faire essayer, c'est sur le Vision Pro. Canal a fait un film où tu vis l'expérience comme si tu étais dedans. Je voudrais juste te faire essayer le casque pour que tu me donnes ton avis Super chaud. De comment ça se passe. On va appeler Alexiane Bessot du service des sports de Canal qui va te le faire essayer. Coucou Alexiane. Salut. Alors. Allez, c'est parti. C'est tellement marrant de te regarder faire ça. Wow, ok. Donc là, je suis au Mans. Ok. Je suis devant le garage de Johan. Et là, je suis littéralement avec Johan. Là, il est sur sa moto, il est devant moi. Ça va, mec? Et là, il vient de faire un backflip. C'est ouf. Donc là, il y a la moto, elle est juste là. Il y a le mécano, il la démarre. Et là, il y a Johan qui monte. Putain, c'est trop stylé. La qualité, elle est incroyable. Là, il vient de partir. Moi, je suis avec les supporters. Ils sont déguisés en canettes de bière. Et là, il y a le départ. Mais attends, mais je crois que j'étais là. J'étais juste là, moi. Mais en vrai. Et là, il y a le départ. C'est ouf. Mais je vous jure que j'étais juste là au moment du départ. Hein. J'aurais pu me voir. Là, je suis dans le garage. Ça va, mec? Ah, il est là? Ouais. Bravo. Ouais, le champagne. Oula. Ah, putain, ça fait... J'ai pris dans les yeux, là. Bravo. Ah, c'est incroyable. Merci Isaac. Ah, j'ai kiffé. Tu valides? Mais grave. J'ai un peu peur. La qualité, elle m'a... Ouais. C'était même peut-être un peu trop. C'était un peu trop réaliste. J'ai pris peur parfois. Mais j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais bien. D'ailleurs, je veux un peu plus. On parlait du côté ingénieur et de l'importance. Toi, tu parles leur langage. C'est quoi ce langage? C'est quoi les mots qu'on comprend pas, les termes qu'on comprend pas? Déjà, c'est que en anglais. Ouais. Je parle que en anglais avec... Tu sais, c'est quoi downforce? Non. Downforce, c'est de la charge aérodynamique sur la voiture. Ok.
la downforce. Donc ça, c'est la base, quoi, d'une Formule 1. C'est tous ces ailerons que tu vois sur la voiture qui créent du load sur la caisse. C'est du downforce. D'accord. Roll stiffness. Roll stiffness, t'as une idée à peu près de ce que ça fait? C'est un truc de... Roll On stiffness. pense à la ville de Meknes. Roll stiffness, c'est comment ta voiture, dans les virages, tu fais un transfert, tu tournes à gauche, ta voiture, elle fait ça, et combien elle va faire, tu vois. Et si tu règles au millimètre, hein, on parle pas de... ou 0.1 mm, tu vois. Chaque chose que tu vas faire sur la caisse, ça va avoir un impact sur un autre. Donc en gros, un réglage de voiture, tu as une infinité de combinaisons possibles. Il y a plein de réglages différents sur ta voiture qui peuvent te mener dans la même direction ou qui va te donner le même feeling, mais c'est pas les mêmes réglages. Et c'est passionnant, quoi. Toi, avant, tu avais des équations sur ton casque. J'ai toujours. T'as toujours... C'est quoi ces équations? C'est en référence à mon père, donc il est physicien. On l'a dit, il est physicien. Et je sais que, en fait, sur son casque, il avait son propre casque quand il faisait du karting et tout, tu vois. Et il avait des équations sur... Il mettait des stickers, en fait. Il mettait des équations. Et je me souviens, il me les mettait sur mon casque blanc quand j'étais en karting. Et en fait, celles que j'ai gardées maintenant sur mon design actuel, c'est lui qui les a choisies. C'est, on va dire, ses équations préférées. C'est un peu les équations qui régissent notre monde actuel, tu vois. C'est lesquelles? Il y a beaucoup de physique quantique où je suis pas... Tu pourrais pas me la décrire? Il y a du Einstein, il y a du Schrödinger, Heisenberg. T'as le chat de Schrödinger. Il faudrait que je le fasse en design, ça. Ouais. Le chat de Schrödinger, littéralement. Il y a du Bernoulli, tu vois, un peu plus ce qui est écoulement des fluides, machin. Ce qui est plus axé F1. Donc j'ai un peu de ça aussi. Mais voilà, il y a un peu de tout. Toi, c'est quoi l'équation que tu connais par cœur Attends, mais j'en ai une. Vas-y, je sais. Tout le monde la connaît. Dis-moi, E égale MC2. Ben ouais, mec. Et ce truc de la physique, des équations que t'as transmis ton père, c'est juste pour qu'on comprenne. En fait, c'est plus une approche qu'il m'a donnée dans mon milieu, tu vois. C'est pour ça qu'il a poussé à ce que j'aille le plus... Ils ont vraiment poussé pour que j'aille le plus longtemps à l'école, que je reste. L'école à distance, non, tu vois. Mais que j'aille vraiment en cours, que je me fasse challenger. En plus du sport à côté, et tu vois, c'était vraiment pour avoir cette rigueur et avoir cette approche scientifique, parce qu'il m'a toujours dit, quand tu vas arriver en Formule 1, là, ok, t'es en karting, machin, t'es en F4, ok, ça va pas faire la différence, mais quand tu vas arriver en Formule 1, c'est un milieu où tu vas bosser avec je sais pas combien de personnes. Tu vas chez Red Bull, il y a 2000 employés pour 2 pilotes. Et c'est là que tu vas faire la différence. Mais c'est aussi une question de langue. C'est-à-dire que tu parles anglais et ingénieur. C'est une langue à part, en fait, qu'il faut connaître. C'est ce qui fait la différence. C'est la différence. Et c'est là où, honnêtement, le boulot... je pense qu'il y a des pilotes comme ça. Je prends l'exemple de Nico Rosberg. Il y a des mecs qui font carrière parce qu'ils en ont dans la tête et qui passent des heures sup avec les ingés. Tu vois, et pas parce qu'ils ont... Je sais que Rosberg, il n'a pas le talent d'Hamilton, il n'a pas sa vitesse, et pourtant, il a été au contact avec lui. Tu vois, mais parce qu'il a fait des heures sup. Maintenant, imagine, t'as les deux. Il y a un moment où t'as pété les plombs face à tes ingénieurs. Il y a eu ce moment-là. Mais lequel? J'en ai plusieurs. Il y en a eu où t'as dit une phrase exceptionnelle qui a dit « Tolérance zéro avec la médiocrité ». Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce moment et pourquoi t'en étais arrivé à dire cette phrase-là? C'était l'année dernière, c'était à Monaco. Je perds la course dans le dernier tour parce qu'il y a eu une erreur de calcul sur les targets de temps qu'on m'a donné à faire. Et ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas vu venir, tu vois. Ça m'a énervé. C'est tout. Et ouais, tolérance zéro à la médiocrité parce que c'est une faute de feignasse qu'ils ont fait. C'est quoi la médiocrité dans ton sport? La médiocrité, c'est satisfaire de quelque chose de moyen, quoi. C'est pas être nul ou c'est voilà, satisfait de pas grand-chose et de pas faire les choses à fond jusqu'au bout, c'est tout. Et est-ce que l'exigence, elle va dans les deux sens? C'est-à-dire que les ingénieurs peuvent être déçus par toi? Évidemment. Moi, j'attends que ça. Hein. Vas-y, challenge-moi. Comme moi, je suis déçu d'eux quand ils n'ont pas fait leur boulot. Après, mine de rien, j'ai quand même, je pense, la position un peu plus cool. Tu vois, je suis le mec qui pilote la voiture et qui finit le boulot. Personne n'est plus exigeant avec moi qu'avec moi-même. Tu vois, genre,
Tu te fais pas de cadeaux. Non. Même la pression de résultat et tout, il n'y a pas de... Non, c'est moi qui me mets la pression. Explique-moi le volant. Toutes les commandes qu'il y a. Ouais, la première fois, ça a l'air intimidant. Déjà, tu as un manuel, on te donne un manuel pour savoir comment il marche. Je ne l'ai jamais lu. Honnêtement, les heures au simu, j'ai passé pas mal de grands prix. Quand j'étais en F2, j'étais pilote de réserve, donc j'ai vu l'équipe de près. J'ai fait beaucoup d'heures de simulateur où tu as exactement le même volant, les mêmes fonctions. Et j'ai la chance d'être dans une équipe aussi qui m'a bien préparé à la F1 d'un point de vue technique. Donc, ouais, mais c'est vraiment une belle pièce. C'est quand même ouf de se dire toutes les fonctions qu'on a sur un truc qui tourne à gauche, à droite. Les pilotes que tu admirais, ils avaient déjà les mêmes volants que toi? Je pense que c'est assez figé depuis maintenant 7-8 ans, je pense, si je dis pas de bêtises. Parce qu'ils ont gardé il y a eu le gel des moteurs, donc les moteurs, ils les ont gardés les mêmes pendant un moment, donc il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Mais à chaque fois qu'il y a un changement de réglementation, voilà, ça change. Là, on est en train de vivre une nouvelle révolution dans l'histoire de l'humanité avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça bouleverse aussi la F1? C'est quelque chose qui arrive petit à petit, ouais. Ils ont des super logiciels, les équipes, machin, qu'ils ont développés, c'est cool, mais c'est sûr qu'avec l'IA, ça facilite un peu la tâche, mais on est vraiment qu'au début. Et honnêtement, j'y pense pas trop. Toi, tes premières analyses de data, c'était ton père qui te filmait avec son caméscope. Ouais, et pour moi, c'est les meilleures datas à regarder. Et même jusqu'à maintenant, hein, la première chose que je regarde, c'est pas les datas sur la voiture, c'est ma caméra embarquée. Tu vois? Parce que les datas, c'est cool et tout, mais la vérité, elle est là, elle est avec mes mains, tu vois. Les lignes, les trajectoires. Donc, je regarde toujours ça d'abord. Comment t'as réagi? Parce que je sais que tu l'as vécu comme un moment normal, quand il y a ce geste qui a fait le tour du monde, où t'as un espèce de réflexe pas possible, où ta voiture, elle fait comme ça dans une... Comment toi, tu l'as vu après, justement, cette caméra-là? Ah, j'ai pris peur. Ouais. Sur le moment, j'ai pensé à rien et je me souviens, j'étais concentré, c'était une séance de qualification et il fallait pas se rater. Donc c'était sur un de mes tours qualif. Et je me souviens, j'étais juste dégoûté d'avoir perdu du temps sur l'action, tu vois. J'ai perdu du temps, ça m'a coûté 2-3 dixièmes. C'est énorme, 2-3 dixièmes. Et après, quand je sors de la voiture, je revois l'image, j'ai fait là, ouais, c'est chaud. Je suis fort, hein. C'est ça que je me suis dit, putain, le mec, il est balèze, hein. Là, j'ai pensé à ça. Et honnêtement, ça m'a refroidi. Quand j'ai vu la scène en replay, c'est impressionnant. Mais t'as quand même donné un des moments les plus marquants du sport automobile de ces dernières années. C'était une des vidéos les plus virales au monde. Ça, tu vois, que les réseaux, c'est ouf quand même. Tu vois, on parle juste d'une action que j'ai fait qui a duré 1 dixième. Et l'action, elle est plus connue que moi. Je sais plus où j'étais, mais je parlais à des gars. Un mec que je connaissais pas, il parlait à un de mes potes. On était tous les trois et tout. Je fais, ouais, t'as vu l'action du mec là dans le tunnel et tout? T'es bête ou quoi? C'est moi. Mais tu vois, parce que l'action, elle est plus connue que Isaac Hadjar. Tu vois, elle a fait le tour du monde, mais les gens, ils savent pas que c'est moi. Mais c'est ouf, ça a fait le... Ouais. Quand on te voit capable de faire des choses comme ça, enfin, en tout cas, quand on voit le faire, est-ce que pour toi, c'est rien? C'est un geste que tu sais faire ou c'est un... Ouais, c'est pas un truc que tu travailles, c'est un geste inné. C'est pas sur ça que je vais dire, ah, ce pilote, il est incroyable, tu vois. C'est pas sur des actions comme ça, bien sûr, c'est là où tu vois sans arrogance, c'est là où tu vois le talent, c'est là où tu vois la prise de décision dans des moments où tu réfléchis pas. C'est dans mon cerveau, il va te dire, ouais, il faut faire à gauche, il faut faire à droite juste après, sinon t'as le mur, machin. Donc cette capacité d'analyser en très peu de temps, tu vois. On en parlait avec Hamilton de l'espèce d'ultra-instinct que vous avez. C'est-à-dire que votre rapport au réel, il est différent d'une autre. Vous, quand vous êtes en voiture, vous avez une horloge déjà dans la tête qui change tout. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement, il est comment cet ultra-instinct? Honnêtement, moi, tu sais, quand je suis dans la rue, je suis dans la vie de tous les jours, tu mets une voiture puissante entre les mains, je vais avoir les mêmes sensations qu'un gars qui pilote pas, tu vois. Donc je dis, ah putain, c'est rapide et tout, tu vas me mettre dans une ligne droite et tout, c'est rapide. Mais par contre, quand je sais que c'est l'heure d'aller piloter, tu me mets sur un circuit
tu me mets dans les conditions, la vitesse, pour moi, c'est même plus un... Moi, je regarde juste le virage qui arrive et j'essaye d'estimer quand est-ce que je vais freiner, mais l'impression de vitesse, elle est pas là. Et c'est un mode que tu actives. Et ça, c'est la compétition qui fait ça. C'est l'adrénaline qui monte? Ouais. Donc en fait, tu es dans un niveau d'urgence permanent. Ouais, et honnêtement, c'est ouf parce que, en fait, c'est un mode où je l'ai remarqué quand j'étais, je sais pas, j'avais 15-16 ans, je sais pas, je tombais malade, tu vois. Je sais pas, j'ai un rhume, j'ai le nez bouché et tout. Je monte dans la voiture. Je fais... Et tu vois, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que le corps, il se met en stand-by. Il se met en stand-by. Il dit, tu seras malade plus tard. Mais là, ta course, là, tu vas être... Là, tu vas être là. Parce qu'il y a l'adrénaline. Est-ce que tu te vois faire la course quand tu es dans ce mode-là ou pas? Ou tu vois rien? Tu vois que le virage? Non, honnêtement, moi, j'essaye d'avoir ce mindset de prochain virage, c'est tout. Et maintenant que tu es en F1 et que tous les circuits que tu vas pratiquer, tu les as vus depuis que tu es petit, que tu les connais. Ils sont scannés dans ma tête. Ils sont scannés, c'est ça? Ouais. En fait, quand tu arrives la première fois que tu fais ton premier tour, tu te dis, ah, je le connais ce circuit. En fait, tu n'y es jamais allé. Mais en fait, c'est des heures de visionnage, des heures et des heures et des heures qui font que, ouais, je le connais par cœur. C'est quoi le circuit que tu connais par cœur ou tu as hâte d'être? Que j'ai pas encore fait? Ouais. En fait, j'ai déjà fait. Moi, j'étais super excité d'aller au Japon. Déjà, rien que la culture, mais aussi, comme par hasard, c'est vraiment... Et c'est pas parce que c'est au Japon et que je kiffe ce pays et la culture, mais c'est le meilleur circuit au monde. Pourquoi? Il est dessiné pour les F1. T'as des circuits où tu te dis, ouais, dans une catégorie, je sais pas, les courses de GT, tu vois, tu te dis, ouais, c'est pas la meilleure piste, mais pour les Formule 1 dans les virages rapides, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Et Suzuka, c'est la piste de Suzuka, il y a que ça, en fait, tu retrouves que ça. C'est vraiment un flow, en fait, que j'adore et que tous les pilotes aiment. C'est ce que je me dis souvent sur le Japon, c'est que le pire, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Ça ne déçoit jamais. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans cette culture? La bouffe. Toi aussi. La bouffe, les mangas. Et il y a des toilettes dans les métros. Et c'est propre. Les stations, mais c'est incroyable. J'adore. T'es un Japonais, en fait. Ouais. Un peu. T'as déjà passé un peu de temps là-bas sans avoir de course? Ah ouais, en fait, on avait un peu cette tradition avec ma sœur, quand c'était les vacances d'été, on y allait, en fait. Quand c'était la pause pour moi, prenait nos billets et on y allait. On y allait pendant... On se posait 2 semaines et on fait le Japon. C'est quoi le spot que tu conseilles à quelqu'un qui n'est jamais allé au Japon? Il y a ce spot connu où t'as un Lawson et juste derrière t'as le mont Fuji. Et nous, quand on y allait, il y avait un gros nuage. On n'a pas vu le mont Fuji. D'ailleurs, ils ont interdit les touristes dans ce spot. Parce qu'il y avait trop de monde. Ok. J'ai regardé beaucoup de choses avec toi, d'ailleurs les documentaires sur Canal. Un mot qui revient beaucoup dans ton sport, on a parlé de l'ingénierie, on a parlé de l'aérodynamique, on a parlé de la performance physique, mais c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup dans d'autres sports, c'est le mot malchance. On dit beaucoup là, il y a eu le facteur malchance. Mon père, il m'a toujours dit la malchance, ça n'existe pas, tu vois. Et moi, plein de fois, je me souviens, j'allais dire, ah putain, je suis un poissard, j'ai pas de chance. Au final, honnêtement, quand je regarde ma carrière, je suis le mec le plus chanceux au monde, tu vois. C'est sûr que je l'ai eu dur, hein, pour arriver en F1, mais je m'estime très chanceux. Mais en réalité, la chance, ça n'existe pas. Je prends un exemple, je suis en F4 ou en Freca, machin, je rate ma qualif. Tu vois, je fais ma course, je fais une super course, je remonte et tout. Puis arrivé à la 5e position, machin, y a un mec qui m'explose, abandon et tout, et je dis, ah, j'ai pas de chance. T'as pas de chance, mais regarde le tour qualif là que t'as raté. Le tour là, si tu le ratais pas, tu partais en pôle. Tu pars en pôle, tu gagnes la course, c'est bon, le week-end est plié, me parle pas de chance. Et autre chose dont toi tu parles, c'est la culture du moment. T'as souvent dit, ce qui est dur dans mon sport, c'est que les gens sont dans la culture du moment. Peu importe ce que t'as fait
sur le long cours ou sur la saison? Ouais, en fait, je déteste ce phénomène de hype, tu vois. Surfer sur la vague de je sais pas quoi. Tu vois, un jour t'es bon, un jour t'es pas bon. Tu vois, on t'enterre, on te déterre très vite dans ce sport. Et même, enfin, dans ce sport, mais aussi dans tous les sports. Mais tu vois, vu que c'est un sport mécanique, quand même, où les performances, ça fluctue, même si t'es à ton prime, machin. Donc ça fait cet effet encore plus, mais c'est partout dans tous les domaines. Tu as aussi le côté mécanique du sport, c'est-à-dire que la machine est aussi importante que l'homme. C'est quoi la machine qui t'a le plus impressionné? Et si toi demain, tu devais faire ta machine idéale? Une machine que je rêve de piloter, c'est celle que Lewis il a pilotée quand il a gagné son 7e titre et son dernier titre. 7e et dernier titre, et c'était en 2020. Et elle est considérée comme la monoplace la plus rapide de l'histoire, la plupart des records de la piste, de toutes les pistes. Et je suis un peu jaloux, quoi. Il n'y avait que 2 pilotes qui ont eu le privilège de la piloter. J'aimerais bien, tu vois, un jour faire un petit test. Et la machine que tu as actuellement, comment tu l'évoluerais ou comment tu la jaugerais par rapport aux autres? Je prendrais le grip mécanique de la McLaren. Tu vois, dans les virages lents, la McLaren, elle est monstrueuse. Et je prendrais les ailerons et le fond plat de la Red Bull. Et là, t'as la voiture. T'as la Hadjar. Ouais. Quand on explose une machine, ça représente beaucoup d'argent, j'imagine. En fait, en plus de l'argent, moi, j'ai toujours eu j'ai beaucoup d'estime et de respect pour mes mécaniciens. Et donc, en plus de l'argent que ça va coûter, c'est de savoir qu'après, il y a les mecs qui vont devoir bosser pour réparer ton erreur. Et c'est là où je me sens pas bien, tu vois. Là, ça me fait mal. Plus de me décevoir, je déçois des centaines de personnes. Et ça, j'aime pas. C'est quoi la sensation qu'on a quand on est à l'arrêt et que tout est changé pendant combien de temps? 30 secondes? 20 secondes? 15 secondes? 2 secondes. 2 secondes? 2 secondes? Changer 4 pneus? Ouais, 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Et 1 seconde 8 si t'es... Il se passe quoi pendant cette seconde 8? 1 seconde 8, il se passe pas grand-chose. J'essaye de... Je regarde derrière moi dans le rétro pour voir s'il n'y a pas une voiture qui arrive au moment où je me fais relâcher. Et en fait, à peine je mets les pieds sur les freins, et d'ailleurs, je dois garder mon pied sur le frein pour qu'eux, ils puissent changer les roues sans que le pneu il bouge. Du coup, je dois garder le pneu. Donc, tu as une pression en plus? J'ai une pression en plus. Je garde l'embrayage, je reste en 1. T'as pas le temps de passer en neutre. C'est 1 seconde 8, tout ça, je te parle. Hop, tu remets les gaz. Et dès que la voiture, elle a posé le sol, tu lâches l'embrayage et tu repars. Donc t'as le temps de rien faire, en fait. T'arrives et tu pries pour que ça se passe vite, quoi. Et là, par contre, si ça se passe pas bien, ça prend 4-5 secondes au lieu de 2 secondes. Tu sais qu'en piste, c'est 3 secondes que tu dois rattraper, et 3 secondes, c'est énorme. Explique-moi comment se passent les attaques et les différents types d'attaques qu'il y a. Ça, c'est tout un art. Attaquer quelqu'un, c'est... Surtout de nos jours, en Formule 1, c'est compliqué d'attaquer quelqu'un parce que c'est dur de vulgariser, tu vois. Ouais, mais vas-y. Vulgarise pas. Tu sais, tu passes derrière une voiture, elle crée des vortex, donc t'as des perturbations aérodynamiques. Donc quand tu passes derrière, l'air, il est pas normal, il est pas stable. Et quand ça arrive sur ta voiture, tu vois, tes ailerons, ils sont conçus, ta voiture, elle a été conçue et designée pour se projeter dans un air qui est stable, tu vois. Là, quand il y a des vortex, la voiture, elle est pas faite pour fonctionner là-dedans. Donc en gros, elle se comporte d'une manière qui est pas naturelle, ta voiture. Tu la reconnais plus. Quand t'es derrière quelqu'un, on va dire à 5 dixièmes, là, t'es en pleine perturbation, ta voiture, elle se comporte mal. Donc déjà, c'est extrêmement compliqué. Déjà, de rester à 5 dixièmes de quelqu'un, c'est très compliqué. Maintenant, de nos jours, pour doubler une voiture, il faut avoir un avantage de performance pure autour, on va dire, de 4 dixièmes. Tu vois, 4 dixièmes, là, t'as assez pour souffrir et quand même aller dépasser. Donc, disons que t'es à 5 dixièmes, déjà, il faut être intelligent, il faut chercher une grosse ligne droite, tu vois, et avec un gros freinage, là t'as tes chances, tu prends l'aspiration, tu vas essayer de déboîter, ok. Maintenant, donc ça, c'est juste un paramètre. Après, t'as le paramètre des pneus. Quand t'es derrière quelqu'un, t'es dans l'air sale,
tes pneus, ils surchauffent. Donc déjà, une attaque, c'est pas une attaque et je peux attaquer toute la course. Déjà, t'as qu'une balle dans le chargeur, tu vois, souvent. Ouais, t'as ça. Ensuite, t'as ta batterie. Ta batterie dans le moteur, faut penser où l'économiser pour avoir assez quand je vais tenter. Et quand t'as fini de tenter et que t'as pas réussi, ta batterie, elle est à sec. Bon, généralement, le mec qui défend aussi, hein, mais elle est à sec, du coup, il va falloir re-attendre et retenter plus tard. Donc, en fait, un dépassement, de nos jours, c'est un alignement de planètes, en gros. Tu dois tout aligner. Et toi, de ton côté, bien sûr, d'un point de vue pilotage, faut être intraitable, faut être chirurgical quand faut le faire. Et là, t'as peut-être une tentative. Mais voilà, pour dépasser, quand t'es pas beaucoup plus rapide que le mec devant, c'est tout un art et j'adore ça. T'as déjà subi une attaque où tu t'es dit là, c'est impossible de se faire attaquer comme ça? Quelqu'un qui t'a vraiment fait un coup J'ai déjà croisé Charles Leclerc en piste. Bien sûr, il est souvent devant, il est chez Ferrari, machin, il joue devant, mais des pilotes forts en dépassement, lui, il est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il a? Tu sais, il voit un trou où il n'y a pas la place d'y aller, il va quand même y aller et ça passe, tu vois. Honnêtement, il est très, très, très fort. Et c'est l'un des seuls mecs qui... Tu vois, moi, je le vois en piste, c'est... Verstappen, il met la misère un peu à tout le monde et tout, c'est le boss, tu vois. Mais quand c'est Charles avec lui, j'ai l'impression qu'il lui donne un peu plus de respect, quand même. Et c'est quoi l'attaque qui t'a le plus marqué? Parce que toi, t'es un geek de la F1, t'as toutes les formes, t'as toutes les courses en tête. Ouais, bien sûr. Tu connais Daniel Ricciardo ou pas? Quand il était vraiment à son meilleur niveau, il était chez Red Bull, c'était vraiment impressionnant. Le mec, il se jetait de tellement loin. On parle de 50 mètres, tu vois. Il était à 50 mètres. Donc le mec devant, il défend même pas, en fait. Il dit, mais de toute façon, je suis en sécurité. Et il y allait, il freinait tellement tard. Et tu vois qu'il maximisait vraiment tout son freinage parce qu'en fin de course, avant d'aller chercher la corde, tu vois les deux roues avant qui se bloquent juste. Donc tu sais qu'il a maximisé tout le potentiel du pneu. Et à chaque fois, ça passait de justesse, mais ça passait, tu vois. Donc, des beaux dépassements, lui, il en a fait. Et je me souviens, quand j'étais petit, je regardais, je faisais, wow, lui, il est fort. On avait discuté ici avec Léon Marchand, qui nous disait que lui, par exemple, son statut de nageur professionnel l'empêchait, à cause des assurances, d'aller nager en mer comme tout le monde. Est-ce que toi, ton statut de pilote de F1, ça t'empêche de prendre une voiture normale et de faire de la route? Non, j'ai le permis et je conduis. Mais tu vois, par exemple, quand on fait des journées marketing pour telle marque de voiture, machin, on dit, ouais, mets ta ceinture. Et là, c'est limité à telle vitesse, machin. Je regarde, mais les gars, moi, Vous êtes sérieux, quoi? Je prends des 360 sur circuit avec 19 tarés et tu me limites à telle vitesse pour un tournage. Enfin, bref. C'était comment le permis de conduire pour toi? Honnêtement, c'était super simple. Le plus dur, c'était le code. Le code, ouais, c'est ça. Ouais, le code, c'était relou. Ça m'a saoulé. La première fois, je l'ai raté, j'avais eu 34. J'avais fait 6 fautes au lieu de 5. J'ai eu la deuxième fois, mais le code, il m'avait saoulé. Après, le permis, c'était tranquille. Le truc est aussi fascinant, mais qui, je pense, a été conditionné aussi dans ton mental, c'est que ton sport, c'est une vie de solitude. On te voit dans les médias, on te voit sur les réseaux, mais la réalité derrière, j'imagine que pour avoir ce niveau-là et cette rigueur, ça fonctionne pas. On peut pas laisser de la place à quelqu'un. Honnêtement, les chambres d'hôtel, ça me connaît, quoi. Tu vois, bouger d'un endroit à un autre, faire beaucoup de kilomètres de route, prendre les avions, rester tout seul. Ouais, c'est un sport assez... Ouais, depuis que je suis petit, je suis habitué à cette vie-là, mais c'est un train de vie que j'aime bien. Je sais que je suis autonome. Et je suis quelqu'un, j'aime bien être seul aussi. Tu vois, c'est pas un truc qui me dérange. Bien sûr, il y a des moments où mes parents, ils me manquent, ma famille me manque, mon chat, il me manque. C'est des bâtards, les chats. Ouais. Le mien, il est cool, en vrai. Ça reste un chat. Ça reste un chat, ouais. Mais...
j'aime bien parfois être seul. Cette année-là, il y a eu ce moment de joie avec la montée sur le podium. Je vais pas te demander qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur un podium, mais comment on regarde ceux qui sont en 1 et en 2? Comment on les regarde? Ouais, j'ai le seum. C'est ça. Ouais, tu vois, je me dis, ouais, c'est mon premier podium et tout, et moi, je les vois. Tu vois, pour une 3e place, c'est pas bon, tu vois. Et moi, je suis là, je suis heureux parce que je suis 3e. Bien sûr, il y a un contexte, les gars, ils sont pas sur leur première année d'F1, ils ont des voitures pour gagner et tout. Mais je les regarde, je me dis, c'est cool là où je suis là maintenant, mais c'est pas là où je veux être. Ouais, donc le champagne, c'était pour le show. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas arrosé. Je me suis fait un peu baptiser. Non, mais honnêtement, ça reste un moment de ouf. Et puis, j'étais heureux pourquoi? Parce que je fais une course de ouf. Je fais une course où la voiture, j'ai vraiment maximisé son potentiel. Et en fait, c'est limite le seul week-end quand je regarde dans l'année où je me dis, putain, je peux pas faire mieux. Là, il y a plus rien dans ce week-end que je pouvais maximiser. Et c'est pour ça que j'étais heureux, en fait. Et dans cette logique-là, comment tu te vois finir l'année? Tu veux être où? Moi, dans mon approche, tu vois, je sais que je suis safe. Je sais que je vais être en Formule 1 l'année prochaine. Voilà, c'était l'objectif de l'année. En fait, c'est limite, c'est survivre à ce nouvel environnement. Maintenant, j'ai fait plus que survivre, tu vois. Donc, il reste 8 courses. Je suis pas là à aller chercher les petits points. Tu vois, ce que j'ai fait à Zandvoort, je vais essayer de le répliquer. C'est le seul objectif que j'ai. C'est dès qu'il y a une opportunité d'aller faire un gros coup, je le fais. Et j'essaye pas d'aller chercher la sécurité. Dire, je me contente de la 9e place, c'est bien, c'est des points pour l'écurie. 9e place avec la voiture que j'ai, c'est un très bon résultat. Mais c'est pas ça qu'on veut. Je reviens en 2021 quand tu m'envoies ce message et tu me dis je cherche à rentrer en contact avec Zidane et Benzema. Est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec eux? Est-ce qu'ils t'ont aidé ou est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui t'ont aidé? Zizou, je l'ai rencontré à Monaco cette année enfin. Ouais. Karim, je l'ai jamais rencontré. C'était trop chelou de voir Zizou, quoi. Parce que je me souviens, j'étais sur la grille, je repassais par mon garage pour aller aux toilettes, pour ensuite revenir et aller me préparer. Et en fait, quand je le croise dans la pit lane, je le regarde, je fais... Tu le connais? Bien sûr que je le connais. Et c'est lui qui vient me voir et je lui fais un câlin. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais comment ça se fait que je le rencontre que maintenant, tu vois, c'est Zizou. Et il me fait, on est fiers de toi et tout. Et il me dit ça comme ça. Mais est-ce qu'on se met à sa place avec que des gars qui lui font des câlins quand ils le voient? Ça doit être trop chelou, la vie de Zizou, en vrai. Mais là vraiment, c'était pas un fan qui rencontre Zizou, j'avais vraiment cette sensation. En plus, j'étais dans mon environnement, il était dans mon milieu. J'étais en combinaison, j'étais prêt. Limite, c'est lui qui vient me prendre dans les bras, tu vois. Et j'étais ultra honoré de le rencontrer. Mais j'avais un peu l'impression que c'était un peu réciproque. C'est pour ça que j'étais fier. Tu vois, c'était pas une rencontre, je suis allé gratter une photo là, à minuit, machin. Non, là, c'était dans de bonnes conditions et j'ai vécu un vrai truc. Pourquoi est-ce qu'il représente autant? Tu vois, Zizou, je l'ai jamais vu jouer. Hein. Mais voilà, Bah, même, je sais pas expliquer. C'est Zizou, c'est un Kabyle. Ça suffit. Ça suffit. C'est un Kabyle. Voilà, c'est tout. Moi, c'est quoi? Je sais même pas pourquoi je le kiffe autant, Zizou. C'est un symbole, en fait, comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, quand on voit Aya Nakamura venir, comment tu prends tout ça, toi? Est-ce que tu échanges avec eux? Est-ce que tu arrives à accorder du temps? Est-ce que j'imagine que t'es heureux, mais comment tu vois les gens qui maintenant viennent vers toi? Toi qui avant allais vers les gens. Je vais pas te mentir, j'aime bien. Ça m'ouvre des portes. Moi, je suis un vrai passionné de sport. Donc, moi, quand j'étais petit, tu sais, je sais pas, je passe par des moments un peu compliqués et tout, je vais dire, j'aimerais bien parler à tel athlète, tu vois, lui poser cette question et tout. Et maintenant, tu vois, je me refais un peu mon retard. Et tu sais,
je rencontre des personnalités, des combattants, et j'arrive à passer des moments assez privilégiés avec certains athlètes. Et moi, je pose des questions que je pouvais pas poser avant, tu vois. Quelle parole de quel athlète que tu as rencontré ou même de personnalité t'as marqué? J'ai eu un début de saison. On va dire la première course, c'est très mal passé. C'était à Melbourne, donc j'ai un crash avant même de commencer la course, tu vois. Et les messages de soutien que j'ai reçus d'athlètes, bien sûr, il y a eu Lewis, le premier. Il y a eu Lewis, il y a eu des champions du monde de MotoGP qui ont envoyé des messages. Et je sais pas, j'avais aussi je prends l'exemple de... Tu connais Alexander Volkanovski, combattant de MMA, donc il est champion du monde featherweight, en moins de 66. Et en fait, c'est un mec que j'avais rencontré l'an passé à Melbourne, voilà. Mais tu vois, on s'écrit de temps en temps comme ça. Et il m'avait envoyé un message. Et c'était avant son combat pour la ceinture. Et le mec, il revenait d'un KO. Il s'était fait mettre KO par Topuria. Et il disait, ce processus de comeback, il était en plein dedans et il sait ce que c'est de chuter. Et il a dit, I'm enjoying it. Tu vois. Et il a dit ça. Après, il allait prendre sa ceinture. Machin. Mais tu vois, j'ai aimé ce truc de I'm enjoying my process. Tu vois, pour revenir au top. Ce qui est dingue dans le sport, c'est qu'il y a une philosophie du sport et que souvent, c'est les phrases les plus simples qui sont les plus percutantes. Ouais. Tu dis que tu es fan du film de Rocky. C'est ce qui a fait le succès de Rocky, c'est que c'est des phrases extrêmement simples, mais souvent extrêmement profondes. C'est quoi celles qui t'ont marqué, toi, chez Rocky? Ouais, l'œil du tigre. Hein. Dans la voiture, t'as l'œil du tigre. Comment tu fais pour pas le perdre? Parce que c'est ça l'enjeu de l'œil du tigre, c'est de ne pas se satisfaire du confort, de ne pas se satisfaire... Faut toujours être en position de chasser. Est-ce que toi, t'as toujours la dalle? Je sais que j'ai la dalle. Je le sais parce que je suis pas encore là où je voudrais être. Donc oui, je sais que je crève la dalle même, ouais. Si tu veux. Donc c'est une dalle qui peut durer 15 ans. Ouais. Et honnêtement, je sais pas si un jour ça va arriver, mais quand j'aurai plus faim, là, par contre, faut arrêter parce que ça va mal finir. Et ce qui est dingue, c'est que la dalle dont tu parles, c'est pas de l'argent, c'est des titres. Ah ouais. C'est être le meilleur dans ce que je fais. Je sais que tu supportes pas perdre et que tu détestes la compétition et que t'adores jongler. Si là je t'amène 2 balles ou 2 œufs pour jongler, tu choisis quoi? 2 œufs. 2 œufs? Ok. Ouais. T'as 2 œufs là? Ouais. Vas-y mec. Je peux me lever? Vas-y. T'imagines le flop là dès le début? Eh, t'as pété un œuf. J'étais ouais. Voilà. Je suis désolé les gars. C'est la faute des ingénieurs. Je suis... Allez, un autre œuf. Un autre œuf. Ok. Main gauche. Vas-y. Oh, merde. Je fais ça en fait. Tiens, elle est tout seul, frère. Ok. Ouais. Bref, j'ai un peu moins de la main gauche, mais je suis désolé les gars. Y a pas de souci. Pourquoi ça aide dans ton sport de savoir jongler? Ça aide pas à piloter, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même tout un aspect... De coordination, de réflexe. Voilà, un cognitif qu'il faut entraîner, et ça, c'est un des exercices qui réveille un peu le cerveau, mais c'est pas essentiel. Mais je connais pas un pilote de F1 qui sait pas jongler, par contre. Et vous faites des sessions jongle entre vous? T'imagines? Des petites sessions au cirque. Les gars, on jongle? Un jongle, ouais, c'est ça. Fais des Uno, tu vois, pas de... Donc Uno avec Hamilton, tranquille. Ouais, pépère. J'ai fait un Uno avec personne sur la grille, sauf Lewis. Tu vois, je choisis bien, mais... T'es partenaire Ouais, de Uno. ouais. Donc, tu vois, je fais quelque chose, je le fais bien. Tu vas avoir 21 ans dans une semaine, donc tu vas être majeur aux États-Unis. Ce qui est fou. Ouais. Est-ce que tu considères que t'es devenu un adulte ou pas?
Ah, c'est compliqué, tu vois. Il y a un aspect où, par exemple, avec. Je suis en avance sur les gens de mon âge. Tu vois, parce que j'ai fait le tour de l'Europe très tôt. J'ai vécu des choses compliquées humainement dans mon sport, tu vois. On en a parlé, donc je pense que j'ai atteint une maturité assez tôt. Et aussi, je me sens pas du tout adulte parce qu'il y a des aspects comme l'argent. Je comprends rien, tu vois. Je gère pas du tout mon argent, ce que je gagne. Je suis pas du tout calé en politique, machin, parce qu'en fait, je suis tellement focus que sur ce que je fais que j'ai envie de te dire, ouais, je suis un adulte parce que j'ai vécu des trucs de ouf à mon âge. Donc ouais, je suis un adulte. Et sur d'autres aspects où je m'y connais pas du tout, et je suis pas un mec complet, en fait. Mais j'ai l'impression que ça va avec le fait de faire ce sport, ou même encore plus loin, de faire quelque chose qui te passionne dans la vie. En général, et c'est aussi le cas chez plein d'artistes, ou même chez Alain Prost, avec qui on a pu parler, bah, lui, il est tellement passionné par ça et ça a tellement alimenté sa vie qu'il a quand même encore, lui, quand on lui parle, un regard d'enfant. Et que ça maintient jeune, en fait, ce truc. Ça maintient enfant, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas si ça te rend adulte plus tôt, mais... Ouais. Mais... tu vois, parfois, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait sans sport auto, tu vois. Je m'imagine pas vivre une vie où je me donne pas à 100% sur un truc. Donc, ouais, je respire F1 et sport auto, tu vois. Et t'es un enfant. Ouais, moi, je m'estime... T'es un enfant pour la vie. Ouais. Je suis pas un adulte. Non. Me parle pas de taxes, machin, je sais pas quoi. Moi, je suis là, je fais vroom vroom et je regarde des animés. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment ? Souvent, je regarde... Sur quel animé tu cliques ? Sakamoto Days. C'est canon. Tu sais quoi, j'ai une grosse conso d'animés jusqu'à les 3 dernières années, récemment. Honnêtement, depuis que je suis monté en F1, tu sais quoi, j'ai plus de trucs que je regarde qui me hype, machin, parce que je suis vraiment pris par ce que je fais, donc j'ai grave diminué. Il faut que j'y remédie. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu as aussi une grosse culture Internet. Tu consommes beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, même dans ta façon de faire de la communication. Tu vas faire des trucs qui sont à la pointe de ce qu'on peut faire même aux États-Unis. Ouais, je suis un enfant d'Internet. Ouais. Je représente, on va dire, dans la F1, les gars de ma génération, les jeunes. Et j'ai envie aussi de faire ressentir aux mecs de mon âge, aux filles de mon âge, que je suis aussi dans leur... Je fais de la F1, mais je suis aussi dans leur délire, tu vois. Et que quand j'ai des rencontres avec eux, je suis un mec... je suis simple. Et est-ce que ça vient de là aussi, ton parler de vrai ? Parce qu'à l'ère d'Internet, j'ai l'impression que les éléments de langage, que les équipes de marketing, de communication, en fait, ça passe plus. Ça se voit très vite. Tu sais quoi, j'ai jamais pensé à pourquoi j'ai un franc-parler, pourquoi t'es honnête ou t'es pas honnête, tu vois. Donc, bien sûr, après, je sais que c'est quelque chose que les gens aiment bien maintenant, donc j'en joue un peu, mais ça n'a jamais été forcé, ça n'a jamais été calculé. Et c'est quoi les trucs que tu regardes le plus sur Internet ? J'aime bien les podcasts d'MMA. Tu vois, Joe Rogan, un peu. J'aime bien, il décrypte un peu des combats, des moments précis de fight. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, mon cher Isaac ? De faire équipe avec Freezer. Avec Verstappen. Voilà. Ça va arriver. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, ça va arriver. Avec un 9. Un 9 pour le 6. Voilà, c'est ça. Merci Isaac. Et force pour la suite. Merci.